RCN. Écoutez la différence. RCN, la différence. À suivre sur RCN, grand écran, Roland Marotel. Bonjour et bienvenue sur RCN 90.7. Vous écoutez l'émission Cinéma, l'émission Grand Écran, et on commence avec un morceau finalement d'une série télé. De Hans Zimmer. Oui, voilà, de Hans Zimmer. Donc c'était le morceau exclusif pour son prochain film Dune, réalisé par. La boucle est bouclée. Voilà, David c'est Lynch. super. Ouais, réalisé. Merci, donc, à par la semaine prochaine, la boucle est bouclée. Allez, merci, au revoir. Ciao, à la C'est tout pour prochaine. nous. Alors oui, non, on est bien sur les chapeaux de roue. On commence sur les chapeaux de roue, mais pourquoi ? Parce qu'on est content de faire une spéciale Lynch, peut-être, pour terminer notre cycle forcément sur le rêve au cinéma. On pouvait bien forcément parler d'autres réalisateurs, mais je préférais m'attirer sur David Lynch parce que c'est un réalisateur très hétéroclite sur l'univers du rêve. Il pouvait faire quelque chose d'aussi beau, onirique, comme quelque chose de cauchemardesque. Si j'ai envie de dire, si cher au bonhomme. Pour le coup, avec moi, j'ai donc Jordan. Salut Jordan, comment tu vas ? Salut, ça va et toi ? J'ai également Mehdi. Tu vas Salut. bien, Mehdi ? D'ailleurs, tu viendras avec ta petite chronique en Bien sûr. milieu d'émission, On forcément. appellera l'avocat du diable. Voilà, comme d'habitude, l'avocat du diable. Et avec moi, j'ai la 8e merveille du monde, Antoine. Comment tu vas, Antoine ? Ah bah bonjour, ça va Parfait. très bien. On Je aurait vois- pu en faire une sur René Laloux, mais Oui, mais René Laloux, il est mort. il a pas d'argent. Non, mais déjà, il a fait qu'un film, c'est René Laloux. Bon, on va s'arrêter là-dessus parce que je pourrais le faire jusqu'à la fin de l'émission. Donc oui, c'est une spéciale Lynch, mais avant Lynch, on va donc revenir quand même vite fait sur un petit reportage qu'on a fait. Donc Antoine et moi, on est allé à la fête du court-métrage à Metz, qui s'est déroulée donc à la Maison de la Culture et des Jeunes, la MCL. Donc à Metz, c'était du 13 au 19 mars. Ouais, un truc comme ça. De cette Non, année. au 18, pardon. 18? 17, je sais plus. C'était un dimanche, ça a commencé un mardi. C'était- On Bon, se et souvient nous, on pas y de ce qui était s'est samedi. passé entre-temps. Et nous, on y était le samedi, donc on a C'était la été fête. notamment invité par Stéphane et toute l'équipe de Cyclone, d'ailleurs qu'on salue et qu'on remercie chaleureusement. Et donc on va revenir un petit peu vite fait sur ce reportage via notre interview qu'on a fait notamment de Stéphane, qui va nous parler un petit peu plus du contenu de cette édition. Alors, la fête du court-métrage, c'est un événement national qui nous permet cette année du 13 mars au 19 mars de profiter de courts-métrages totalement libres de droit à partir du moment où on s'est inscrit sur une plateforme de diffusion de films. On a accès à toute une banque de données de films, de courts-métrages, de thèmes variés, des choses les plus dramatiques aux plus comiques, aux plus incroyables, jusqu'à même des réalités augmentées. Cette année, nous avons la chance d'avoir été nommée ville ambassadrice au niveau national. Donc c'est l'association Cyclone qui porte le projet. Donc ça nous donne la possibilité de faire des liens plus faciles avec des villes françaises, de profiter aussi d'une organisation nationale, d'avoir des conseils, aussi d'avoir une émulsion entre chaque ville suite aux échanges d'expériences que nous pouvons avoir. Nous avons mis cette année par exemple un partenariat avec l'île de la Réunion qui nous a mis à disposition dans la programmation off des films courts qui ont été réalisés sur cette île. Et nous sommes heureux de les diffuser et de faire connaître cette île par le biais du court-métrage. Voilà, c'était aussi le défi de monter des salles de cinéma à l'intérieur d'une maison de la culture, qui est une ancienne maison qu'on adore. Elle a ses qualités, elle a ses défauts. Là, quand on a monté, il pleuvait. Et à des moments, ça goûtait, ça passait il y avait des murs qui sointaient, l'humidité.
Et on a installé une tonnelle en extérieur aujourd'hui. Et on va faire des projections en carton dès la tombée de la nuit sur des cartons. Voilà quoi, pour que les gens éventuellement ils puissent s'abriter s'il pleut ou juste qu'ils puissent se réchauffer un petit peu sous la tonnelle s'il fait un peu plus frais. C'est quelque chose qui se veut convivial. On a la chance cette année d'avoir fait des partenariats aussi avec des cinémas. Donc on a fait un partenariat avec Cinéma Club qui est un cinéma d'art essai et à la UCL. C'est des conditions de diffusion, on va dire, moyennes. Mais ce qu'on recherche, c'est des bonnes conditions quand même, puisqu'on installe des salles de cinéma, vous avez pu vous promener, avec seulement la convivialité qui s'installe, des sièges à des endroits se plus rembourrés qu'à d'autres endroits. Il y a 2 salles de projection principales, une salle de projection pour les enfants cette année. Chaque après-midi, il y a des animations pour les enfants. Il y a une table mash-up qui est une découverte du cinéma par un biais qui est totalement étonnant. Alors, une table mash-up, c'est une table de montage en fait, mais en physique. C'est-à-dire que vous avez une table physiquement présente devant vous avec une caméra qui va lire des QR codes au dos de cartes. En parlant des cartes, il y en a de 3 sortes, à savoir que vous avez des cartes de type vidéo. Vous posez une carte avec une image dessus et ça jouera la séquence vidéo associée à cette carte. Vous avez également un type de carte qui est plutôt orienté vers les bruitages. Vous posez la carte de bruitage, ça va jouer un bruitage, un coq, un chien, un chat, un singe ou des cris de femmes, etc. Vous avez un dernier type de carte, ce sont des cartes musicales. Vous les posez et ça joue le morceau associé à la carte, par exemple, je sais pas moi, de la guitare, du piano, des saxos, etc. Une fois ces catégories bien assimilées et bien maîtrisées, vous pouvez créer vos propres courts-métrages avec bruitage, images et son et musique, et vous pourrez ainsi créer un mini court-métrage que la table sera en capacité d'enregistrer. Et le côté éducatif, il est très simple, c'est que quand vous êtes devant un logiciel comme Adobe Premiere Pro ou alors Final Cut, c'est très difficile pour des enfants de se l'approprier. En revanche, quand on est devant une table de ce type, c'est beaucoup plus simple. Vous prenez vos cartes, c'est intuitif, vous les posez, vous intervertissez les cartes si vous en avez besoin, et derrière, vous pouvez créer votre séquence comme vous le souhaitez. Nous, profitons de cet événement pour mettre en valeur aussi tout ce qui est créatif autour du court-métrage, à savoir des expositions photos, des rencontres avec des maquilleurs d'effets spéciaux, toute une scénographie et aussi de décoration que vous pourrez découvrir sur la fête du court-métrage. Là, on a eu des ateliers de rencontres, des interviews qui ont été faites mais qui se sont transformées ensuite en installations vidéo que vous pouvez découvrir cette année grâce à la compagnie Astrophe. On a mis en amont de cette fête du court-métrage à Metz des ateliers. Donc tous les cinémas sont possibles. On n'est pas contre les blockbusters particulièrement ou quoi que ce soit. On sait très bien, juste quand on est des gens cultivés ou on a la chance d'avoir un peu de culture, qu'il y a différents types de cinémas, différents types de salles. Là, c'est une salle qui est dans une maison de la culture. Donc, c'est des diffusions, c'est des films qui se veulent pour tout le monde, pour la famille, pour les enfants, pour la jeunesse, mais aussi des films très précis pour des publics plus avertis et aussi un public totalement populaire. Le court-métrage, le cinéma, comme vous le savez, c'est très large. Il n'y a pas, cette année, ni les années précédentes, des thèmes précis. L'avantage, c'est qu'on peut balayer tous les thèmes possibles, humains, inimaginables. C'est incroyable. La personne qui a la chance et la possibilité de voir tous les films, c'est pas possible, même sur notre week-end. On fait tout pour, mais on peut pas, parce qu'on a fait une salle de projection qui diffuse des séries de films à 14h dans une salle. À 14h15, il y a une autre salle qui commence. Et une demi-heure, 35 minutes après, c'est fini. Les gens sortent de la salle, vont croiser d'autres personnes et vont peut-être aller boire un coup, discuter avec des gens qu'ils ne connaissent pas forcément. Et ils vont parler du film, ils vont voir la scénographie elle est intéressante, mais en même temps, on vient de voir un film, vous étiez dans la salle de projection, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film? Donc toutes les thématiques possibles existent sur le temps d'un week-end. Et voilà, donc c'était un extrait issu donc de l'interview qu'on a faite pour Stéphane, donc qui gérait donc la fête du court-métrage. Et c'est vrai qu'on a vu pas mal de courts-métrages complètement différents qui avaient basé sur plusieurs thèmes. Il y avait des thèmes forcément pour enfants, il y avait des thématiques sur le sport, il y avait également la nouvelle vague. On a pu voir l'un des courts-métrages notamment de Jean-Luc Godard. Nous, tous les hommes s'appellent Patrick. Exactement. On a pu voir aussi un film avec Valérie Donzelli, une sorte de nouvelle vague de 2008. Oui, voilà. Et on n'a pas pu
finir le court-métrage de Jean Rouch, on a dû partir avant la fin. Du film un petit peu ethnologique sur les adolescentes dans les années 60. Mais plus qui manquait fictionnel pas de que mordant. documentaire, alors que c'est très différent de chez Jean Rouch à la base. Mais c'était extrêmement bon. Ouais, notamment, il y avait une petite scène avec l'une des jeunes qui... Enfin, tu sais, t'as le groupe de jeunes comme ça qui fait « Ah, ils sont intéressants. Ah, ils sont... » Et puis, je sais plus ce qu'elle dit l'autre. « Ah, ils sont mignons. » Puis l'autre, ils ont rien dans le crâne. Mais ils ont rien dans le crâne, ces deux gars. Voilà. Tu trouves pas qu'ils sont mignons? Ils ont rien dans le crâne. Mais c'était au-delà de très ça, il y avait vraiment, vraiment beaucoup de choses. Les ateliers étaient vraiment intéressants. Il y avait beaucoup d'ateliers pour les jeunes. C'était extrêmement ludique pour le coup. Et c'est vrai qu'on a rencontré aussi également d'autres personnes, notamment donc la chargée de production, Émilie Manguette aussi, que tu as interviewé, Antoine. Absolument. Je vais d'abord poser une première question sur les rapports et parfois la difficulté qu'il y a de dialoguer avec les institutions. En fait, notre difficulté vis-à-vis des institutions, c'est que je pense qu'elles aimeraient en savoir un petit peu plus sur la programmation, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on prépare. Mais nous, étant donné qu'on dépend de l'Agence nationale pour élaborer la programmation, qu'on a accès qu'au film en janvier et qu'en plus on se rajoute une charge de travail parce qu'on propose des sélections aux habitants du quartier, à nos membres, à nos adhérents bénévoles pour créer tous ensemble cette programmation. C'est pas évident parce que ça prend du temps à mettre en place. C'est 3 semaines de soirées de sélection de courts-métrages et après il faut reprendre toutes ces sélections de courts-métrages qu'on a fait, en refaire des séries et faire la prog. Donc c'est vrai que à ce niveau-là, on aimerait pouvoir fournir plus d'infos aux institutions pour leur montrer qu'il faut nous aider. Parce qu'en fait, au moment où on fait les demandes, on n'a pas forcément une grande idée de ce qu'on va proposer, dans le sens où on n'a aucune idée des films qu'on va proposer et du coup des espaces qu'on va créer en lien avec cette programmation-là. En fait, vraiment, tout se joue en janvier-février au niveau de la prog. Et ensuite, je lui ai posé une question sur les liens avec le public de proximité. Une sélection dans la sélection et on fait participer un public dit lambda qui n'est pas forcément professionnel de l'audiovisuel et ça nous permet par ce biais de faire un peu d'éducation à l'image ou d'initiation à l'éducation à l'image et de leur proposer d'autres projets qu'on mène à l'année comme des ateliers cinéma, des ateliers de court-métrage. Et ensuite, j'ai terminé l'interview d'Émilie Manguette avec une question plus que tournée vers les partenariats avec les villes et quel serait l'avenir du festival. Nous, c'est notre première année, donc on a découvert ces autres ambassadeurs en décembre de 2018. Du coup, pour l'instant, on aimerait faire des partenariats avec la ville de Nice ou la ville de Lyon. On ne l'a pas fait cette année parce que c'était en termes de temps trop court, mais on aimerait à partir de l'année prochaine proposer... Voilà, on est en train de réfléchir avec Stéphane à proposer un projet ou un partenariat avec d'autres villes de France. On cherche à travailler avec eux, effectivement. Pour l'instant, on privilégie du local parce que c'est plus facile pour nous et c'est aussi un bon moyen de mettre en avant d'autres associations et qu'eux nous mettent en avant aussi. Enfin, c'est donnant-donnant. Et à partir de l'année prochaine, oui, on va commencer à développer des partenariats avec ces autres villes ambassadrices françaises. Et pourquoi pas plus tard, quand vraiment le temps et les moyens humains nous le permettront, de partager avec d'autres plus petites villes qui ne sont pas forcément villes ambassadrices, mais enfin voilà, mettre en avant ces organisateurs-là aussi. En fait, les seules limites qu'on a pour l'instant, c'est vraiment les moyens humains et financiers. C'est vraiment les seules limites. Maintenant, on grandit petit à petit. Enfin, je veux dire, ça fait 3 ans qu'on existe. Je pense qu'on se débrouille pas trop mal avec ce qu'on a et ce qu'on nous donne, et on en est très heureux. Et d'ailleurs, on remercie nos partenaires pour ça. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas encore aussi loin que de commencer à aller hors les murs, hors les frontières. Mais non pas parce qu'on n'en a pas envie, mais juste parce que pour l'instant, on n'en a pas les moyens humains. Écoute, c'est la 2e édition que je fais et quand je vois l'ampleur que ça a pris en seulement 1 an, j'espère que l'année prochaine, en fait, on aura les moyens de faire encore plus grand. Tu sais, pourquoi pas un peu faire une espèce de fête de la musique à Metz, mais version court-métrage, et essayer de mutualiser de plus en plus de structures culturelles, d'associations locales. Enfin, vraiment
permettre à toutes les structures de participer et de se rallier à nous pour faire grandir la fête du court-métrage à Metz. Donc on voit que le principe de cette fête du court-métrage, qui est un concept naissant, ne demande qu'à grandir, ne demande qu'à faire des partenariats, à faire une espèce de maillage de la France pour créer une dimension beaucoup plus profonde, plus au-delà même du cinéma, au-delà du court-métrage, mais déjà partir de cette base-là pour créer déjà de nouveaux liens, de recréer des nouveaux liens avec les courts-métrages qui commencent à fleurir en France partout de plus en plus. Et du coup, on a une recherche de festivals pour passer de plus en plus de création audiovisuelle de petite ampleur, entre guillemets. Et du coup, à la fin, je suis allé voir un petit peu le public et j'ai trouvé un enfant qui était particulièrement attentif et très enjoué par le festival, qu'on va l'écouter tout de suite. J'aime parce que j'aime les films en général. C'est divisé en plusieurs, je dirais, groupes, parce qu'il y a le groupe enfant, il y a le groupe plutôt adolescent, et il y a le groupe de famille, quoi. Voilà. Et donc j'aime ça parce que c'est divisé en plusieurs parties, quoi. Parce que on a tous les thèmes, on a absolument tout. Voilà. L'année dernière, j'étais déjà partie à la fête du court-métrage et ça m'a vraiment plu. Parce qu'il y avait des diversités, c'était il y avait des films drôles, il y avait des films qui faisaient peur, il y avait des films dramatiques, il y avait plein de sortes de films, donc j'ai adoré. Tu reviendras l'année prochaine. Mais bien sûr. Qu'il était déjà certain de revenir l'année prochaine. C'était déjà un succès, ça venait à peine de commencer, auprès de la jeune classe en tout cas. Et c'était une superbe découverte. On rencontrait plein de monde, on sentait, c'était très vivant. Exactement. C'est un concept qui vient de naître, mais qui a absolument tout pour grandir très rapidement. Ça demande beaucoup de bénévoles, beaucoup de main-d'œuvre, mais franchement, c'est assez simple à mettre en œuvre quand même. Exactement, c'est la 4e édition donc, de la fête du court-métrage. Je vous conseille vraiment de checker pour la 5e et on remercie encore une fois de plus notamment l'association Cyclone qui s'occupe de ça et également tous leurs partenaires qui nous ont accueillis à bras ouverts. Alors, on va donc terminer là-dessus et donc continuer et terminer notre cycle sur le rêve. Donc, on va commencer donc bien évidemment sur un gros pavé, Lynch, l'esprit du rêve. Donc, je pense bien évidemment au livre. Bon, il tient pas debout, c'est pas grave. Coécrit avec Barbara Streisand. Non, non, c'est pas écrit par Godzilla. C'est coécrit donc avec Christine McKenna, qui est sa biographe. Donc, écrit donc avec David Lynch, qui revient tout particulièrement sur sa vie, qui s'intitule L'espace du rêve. Pourquoi ? Parce que forcément, Lynch s'inspire beaucoup du rêve et finalement dès le départ dans ses travaux artistiques. Car pour lui, l'inconscient, c'est un peu une source d'inspiration sans fin. Et les rêves sont la voie royale pour l'explorer. Et il le démontre finalement dès ses premiers courts-métrages. Parce que finalement, on le voit notamment avec The Alphabet. C'est un petit court-métrage, donc notamment sur quelqu'un qui est en transe et qui récite l'alphabet. En fait, il a eu ce déclic en observant sa nièce, la nièce de sa femme, en train de scander en fait l'alphabet durant un sommeil agité, en fait, tout simplement. Donc ça montre à quel point aussi il y avait quelque chose de très façonner une personne jusqu'à ce qu'il récite l'alphabet dans son inconscient, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Et il revient forcément sur plusieurs parties on va dire de sa vie dans pas mal de ses films. Alors Eraserhead a des airs de cauchemar dans sa narration mais aussi sa production. Ce film a mis plusieurs années pour sortir. Ce qu'il faut revenir là-dessus, c'est que le héros, notamment Henry, donc vit dans un univers désolé où tout semble décrépit et à l'abandon. Il rencontre une jeune femme qui lui donne un enfant, mais c'est un bébé monstrueux, pleurant sans cesse, et il se retrouve à l'élever seul. Après donc avoir compris qu'il souffrait d'une maladie, il perd le bébé et finalement part le rejoindre dans un, en gros guillemets, paradis, dont l'entrée se situe au cœur d'un météore. La joie. Voilà, c'est un film basé sur la joie. Donc oui, Eraserhead, en plus, c'est assez revendicatif sur la façon dont il a été fait durant la vie privée de Lynch, parce que c'est là où il y a eu la perte de son premier mariage, donc il s'est séparé de sa femme. Il y a aussi la naissance de sa fille durant le tournage, en plus, en même temps, donc c'est quelque chose d'assez compliqué. Je sais pas si vous vous rappelez de ce film, notamment passé au Midnight Movies, et m'a dit... Oui. Oui. Oui, oui. 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 Oui, Roland. Oui. Donc, je dis des choses sur Eraserhead, oui, peut-être. si tu t'en rappelles très bien.
Alors très bien. Le côté le côté très, presque onirique, mais pas vraiment onirique, presque cauchemardesque en fait de l'univers de Lynch, qui va en fait poser les bases de son univers. Complètement. On parlait de l'onirisme, je crois, il y a 2 semaines ensemble. Et il y a ce côté, dès le premier film, un truc contemplatif, mais pas contemplatif comme ça peut exister au Japon à la même période, avec quelque chose de très aéré, en fait, et même s'il n'y a pas forcément de joie intense, en tout cas, ça donne un sentiment assez bon. En fait, pour moi, c'est du contemplatif angoissant qui commence à faire Lynch à ce moment-là. C'est-à-dire s'appesantir parfois sur des détails, mais trop longtemps. Et il y a beaucoup de choses qui mettent mal à l'aise, qui ne sont pas, comment dire, il n'y a pas des éléments de résolution, il y a juste des détails qui sont là, qui nous mettent mal à l'aise, que ce soit dans la musique, dans l'éclairage, dans le jeu des acteurs. Et en même temps, le film ne s'attarde pas dessus, il passe à un autre moment de malaise comme ça, et puis soit ça s'aggrave, ça s'intensifie, il y a toujours vraiment cette notion de jeu avec la tension, en fait, des Eraserhead. Je crois avoir vu un monteur à l'époque qui avait bossé avec Scorsese et qui avait ensuite retravaillé avec Lynch et qui expliquait avoir commencé sur Taxi Driver. En fait, Scorsese lui disait non, coupe plus tard, laisse des plans. Par exemple, il y avait un cachet d'aspirine qui va se dissoudre, et ben on va le filmer, puis on va aggraver même dans le micro le ksh. Mais au lieu de le couper, je sais pas, à 2 secondes, Scorsese voudra tu le coupes à 5, à 6. Et pour moi, Lynch, dès Eraserhead, il commence à faire ça, mais partout en fait. Il amplifie tout en fait. Oui. Et il prend le temps de filmer l'existant tel qu'il est, parfois très, très vrai, et d'autres moments le cauchemar tel qu'il est. Bah, il y a quelque chose de très pré-Cronenbergien dans Lynch, où le monstre est là, il existe, c'est pas simplement quelque chose simple tiré d'un cauchemar qui est un ennemi. Non, le monstre est là, c'est pas forcément un ennemi, il va falloir faire avec et il faut s'en contenter. Et du coup, c'est ce que dit Lynch dans son cinéma, prenez garde au monstre, mais vivez avec lui. Le monstre fait partie du monde et il va falloir vivre avec. Exactement. Et dans la production de Lynch aussi, il faut souligner que pour Eraserhead, il avait fait les poubelles des studios pour récupérer des morceaux de pellicule qui pourraient servir à certaines scènes du film. Et là, ça renforce ce côté monstrueux. Ce sont des morceaux de poubelles qu'il met carrément dans son film. C'est presque un côté Frankenstein, mais c'est surtout un film expérimental en fait qu'il a voulu faire et qu'il a réussi à faire et qu'il l'a propulsé dès ses débuts grâce au succès dans les Midnight Movies en fait, tout simplement. Absolument. Voilà. Et juste après, donc, il a été Tu voulais peut-être dire quelque chose, non, Jordan ? On le reverra après avec les autres films, mais effectivement, la figure du monstre et surtout le monstre qui est en nous, qui est en chacun d'entre nous, et la possibilité de ce monstre qui se réveille, c'est un thème que Lynch aborde sans arrêt. Et d'ailleurs, il montre aussi que le monstre aussi peut être également très humain dès son 2e film, parce qu'il a été engagé par Mel Brooks pour réaliser donc Elephant Man. Alors Elephant Man a un style beaucoup plus classique dans son ensemble, c'est peut-être même l'un des films les plus classiques dans sa filmographie, mais il y a un onirisme très beau, très même, je dirais, par influence victorienne, parce que finalement, dans sa retranscription du Londres du 19e siècle, c'est assez improbable d'avoir fait un film qui se déroule en 1884 alors qu'il a été tourné dans les années 70. Il y a vraiment des décors qui sont très propres au Londres de cette époque-là. Et d'ailleurs, comme il le dit lui-même dans son livre, peu de temps après, ces rues-là en fait ont été retransformées, retravaillées, reconstruites. Et donc en fait, tous les décors que l'on peut retrouver qui avaient cette inspiration-là n'existent plus maintenant. Donc ça garde quand même une certaine partie historique derrière la chose. Et c'est vrai que le personnage d'Elephant Man, interprété par John Hurt, c'est vrai qu'il a un côté très... ce monstre, on le décrit comme un monstre, mais en fait il est humain et il est même plus humain que les autres en fait finalement. Oui, le film arrive à créer une émotion, à faire un film déchirant, on est tout de suite empathie, on est tout de suite en empathie avec cet homme. Et la fin absolument horrible qui montre toute l'horreur des autres êtres humains vous explose à la face. Et effectivement, c'est un film narrativement très classique, mais ô combien réussi. Oui. Donc ça prouve qu'il maîtrisait parfaitement tout le vocabulaire. Exactement. Du film. Et surtout que c'était en plus normal. Un film de commande. On va passer outre Dune parce qu'on n'en a pas besoin d'en parler, mais vraiment... Oh, son meilleur. Oui, lui-même le renie. Ouais, voilà, lui-même le renie, donc je vois pas pourquoi on pourrait en parler. Bon, après, on pourrait en parler dans le sens où ça a été un cauchemar finalement. Oui, ça a été un cauchemar de production pour lui, certes, parce que c'était sa première rencontre avec Dino De Laurentiis. En tant qu'œuvre majeure de science-fiction, David Lynch avait quand même pour ambition de recréer un univers complètement différent qui était
très proche du sien. Ce que il avait... décrivait Frank Herbert dans ses livres, c'est quand même des choses gigantesques, cauchemardesques, de science-fiction absolue. Donc on n'avait jamais vu ça avant au cinéma. Et c'est dommage que Lynch ait un petit peu raté, désavoué le film, parce qu'il y avait une ambition énorme derrière. D'une certaine manière artistique, en fait, il y a beaucoup de fantasmes, d'inspiration très baroque dans son film de Lynch. Hein, après, c'est une douloureuse expérience, hein, comme on en a dit. Donc, oui, sa première rencontre avec donc Dino De Laurentiis. Donc, Dino De Laurentiis, il est quand même reconnu pour agripper la certaine liberté artistique des réalisateurs, mais ce qui va pas l'empêcher d'avoir une bonne relation avec cet homme-là et qui va lui donner un budget certes minime, mais suffisant pour faire Blue Velvet, qui on peut le considérer comme un espèce de conte qui va virer totalement au cauchemar. Donc l'histoire d'un jeune homme qui s'amourage d'une chanteuse de cabaret, proie d'un tortionnaire qui se prend en fait pour son bienfaiteur. C'est vrai que par certaines analyses, on peut le considérer comme une relecture des aventures d'Alice au Pays des Merveilles, avec ce jeune découvrant en fait le monde terrifiant des adultes. En fait. C'est un des plus cruels de David Lynch, j'ai un peu l'impression. Il y a certaines scènes qui se rapprochent du sadisme pur. Isabella Rossellini est mise à nu, un peu déchiquetée par Lynch dans beaucoup de scènes. Très cauchemardesque. Ce qui va pas l'empêcher de se marier avec. Enfin non, ils sont pas mariés avec, mais bon. Et surtout, enfin aussi, on ne l'a pas dit pour Dune, mais effectivement, Blue Velvet, c'est la deuxième occasion de travailler avec Kyle MacLachlan, qui est un de ses qui avait à peine rencontré, il avait à peine 24 ans, hein, il faisait du théâtre et donc va avoir sa carrière propre plus avec Dune, puis Blue Velvet, vraiment dans le milieu, on va dire, du cinéma indépendant. Enfin, le début de la réminiscence du cinéma indépendant américain, parce que là on était dans le milieu des années 80, ça commençait vraiment de nouveau fleurir, notamment avec l'arrivée de Sundance et d'autres festivals dans ce style-là. Mais c'est vrai que Blue Velvet en fait va marquer une certaine attache de la part de Lynch, c'est qu'il va se faire reconnaître dans beaucoup de festivals dorénavant. Certes, il avait reçu notamment des nominations pour Elephant Man. Bon, il n'a rien eu aux Oscars, mais il avait eu le César du meilleur film étranger. Avec Blue Velvet, il va vraiment se faire reconnaître parce que déjà, il va être nommé, il va être représenté en compétition, je crois, à Cannes, alors qu'il n'avait jamais réussi à aller à Cannes avant. Donc, ça montre à quel point aussi le bonhomme veut toujours montrer sa propre voix et va se faire reconnaître par ses pairs. Aussi, c'est surtout ça. Après, cette vision très cauchemardesque, il le fait aussi par ses personnages. Et c'est vrai que Blue Velvet, ce que l'on peut retenir, je dirais même en priorité, c'est le personnage totalement démoniaque de Dennis Hopper, quoi. Oh là là. Voilà. Le monstre absolu, ce type. Oui, c'est il est complètement shooté. Il a toujours une espèce de bouteille de gaz avec lui. Oui, complètement shooté. Il doit respirer dans un masque cette espèce de gaz qu'on se doute est une drogue très puissante. Et à chaque fois qu'il en prend, il redevient complètement fou, inhumain. C'est un ogre. Et surtout, pour la petite histoire, la petite anecdote, c'est que tout le monde lui déconseillait de prendre Dennis Hopper, car en fait, il sortait seulement comment on appelle ça, cure de désintoxication. Cure de désintox. Il était complètement fini pour certains, sa carrière était terminée, et en fait Dennis Hopper est resté vraiment l'homme le plus, on va dire, sage de l'équipe de tournage. Il est resté très humble, très très même gentil avec tout le monde, ce qui est très troublant quand on voit son personnage à l'écran, mais ça marche excellemment bien dans ce film. Et c'est vrai que cette idée en fait de conte qui vire au cauchemar va, je pense, progresser au fur et à mesure dans ces films, et notamment avec son suivant, donc C'est l'heure ou le là, donc le titre original de Wild at Heart, qui est un peu une variation du thème du magicien d'Oz, car dans cette histoire où on a deux amants en fait qui partent en virée le temps d'un road trip à haut risque, c'est vrai que là on a un côté très deux personnages qui veulent se détacher de leur monde et qui vont essayer de vivre d'autres aventures ailleurs. Et d'ailleurs, forcément, en fait, l'un est engagé. Donc la mère du personnage de Laura Dern va engager des tueurs pour se débarrasser de ce beau-fils qui est interprété par cet immense acteur qui est Nicolas Cage. Oui, qui enfin explose à l'écran de façon absolument incroyable, qui porte d'ailleurs une peau en serpent. Qui fait une référence à un film avec Marlon Brando et Anna Magnani, je crois, qui date de 1957, L'homme à la peau de serpent de Sidney Lumet, inspiré d'une pièce de William... comment s'appelle-t-il, celui qui a fait la moitié des pièces William Shakespeare.
Non, 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 je retrouverai tout à l'heure. Celui qui a fait un tramway. Non, celui qui a fait un tramway nommé Désir. C'est un très grand dramaturge américain. Enfin bref, c'est pas bien grave, mais on voit déjà de toute façon que Lynch était très inspiré par ses œuvres des années 50 très noires, de l'envers du cinéma américain. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Et du coup, il plonge quelque part pour la première fois ces deux personnages dans une Amérique misérable, mais totalement fantasmée quand même. Enfin, il arrive à tirer le fantasme de la misère pour recréer un décor fantasmagorique où se meut parfaitement bien Nicolas Cage Ouais, avec totalement. sa peau de serpent. Justement, référence une nouvelle fois au conte, il se transforme en serpent la plupart, dans le film, métaphoriquement parlant, bien évidemment. Et métaphoriquement, on sait très bien le serpent, ce qu'il représente, notamment dans la religion catholique, mais dans d'autres religions également. Et dans le film-là, il inflige aussi, dans mon souvenir, je crois qu'il inflige un assez long concert de métal aux spectateurs. Oui. 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 Même si à l'époque, cette musique, elle est populaire, c'est pas pas exactement du hard heavy, mais c'est quand même quelque chose d'assez âpre quand même à écouter, quoi. Et c'est long ce moment, et je crois qu'il commence aussi à ce moment-là, déjà dans Eraserhead, il y avait ça. Moins dans Elephant Man, ce que tu le disais, c'est plus académique, mais musicalement, il commence à faire des expériences aussi de comment je peux créer, qu'est-ce que je peux utiliser d'autre que l'image pour créer des ambiances un peu étranges. Et ça se verra plus juste après dans Lost Highway. Mais... Et du coup, il arrive il avait commencé avec Blue Velvet, mais il continue énormément dans Sailor et Lula. On remarque une forme de maniérisme dans l'acteur, les plans, quelque chose de, comme tu disais, d'étrange tout à l'heure avec Eraserhead, une étrangeté qui fait partie intégrante du film, qui ne quitte pas, qui fait avancer l'action même, mais qui toujours laisse un goût un peu amer au spectateur. Ouais. Oui, c'est vrai. Ça a l'air d'être un homme qui n'est pas forcément passionné d'appareils photo et de caméra, je veux dire, mais pas sur l'aspect technique en soi de l'appareil, mais sur le côté plastique. Mais l'endroit où il le pose est toujours super intéressant dans une pièce. En fait, on va dire académiquement, il faudrait que ça soit là pour faire un beau champ. Il va le mettre soit un tout petit peu trop bas, soit un tout petit peu trop haut, ce qui fait que les yeux des personnages nous paraissent étranges. En fait, il y a toujours quelque chose qui gêne dans ces places. Et on le voit excellemment bien dans son registre photographie, dans la catégorie nudes, en fait, notamment tout le registre qu'il a fait des photos de nus. En fait, il y a beaucoup d'aspects là, en fait, sur certaines parties du corps, en fait, spécifiques ou non spécifiques. C'était ça aussi sa particularité à Lynch, qui est très intéressante, et d'ailleurs même dans les autres photos qu'il a prises, notamment en Pologne. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que David Lynch, avant d'être cinéaste, était d'abord un artiste plasticien. Ouais. Exactement. Et ça a été un des premiers artistes plasticiens à se lancer dans le cinéma pour en faire son œuvre plus de premier plan, principale. Et d'ailleurs, on en reparlera un petit peu plus tout à l'heure, mais toutes ces dernières œuvres cinématographiques sont des expérimentations plastiques, purement. Oui. Totalement. Alors, pour revenir sur Blue Velvet et Sailor et Lula, c'est vrai qu'en fait, c'est plus reprendre l'idée même d'un conte, l'idée même d'un thème, l'idée même de reprendre une référence précise pour recentrer un peu l'univers autour. Mais après Sailor et Lula, il va vraiment s'orienter sur un principe même d'une narration plus complète qui se structure vraiment comme un rêve, passant vraiment d'une situation à une autre sans véritable rupture. On a plusieurs exemples là-dessus, notamment par exemple Lost Highway. Alors, comment définir l'histoire de Lost Highway ? Bonne chance, vas-y. Ouais, bonne chance, vas-y, c'est ton problème. Donc le mari d'un couple espionné par un mystérieux vidéaste se retrouve emprisonné sous une autre identité pour le meurtre de sa femme. Ouais, pour tout le monde, je pense. C'est tout. Voilà, je vais pas en dire plus, parce qu'après, il y a plein de personnages qui s'intéressent dans l'histoire. Mais ça vient, ça repart, il y a des éléments centraux, faut vraiment le comprendre comme un rêve, comme quelque chose de plastique, comme un tableau, avec des motifs qui reviennent pour structurer. Et surtout, en plus, comme il explique dans son bouquin, c'est que par pur hasard, un jour, il était dans sa petite baraque banlieusarde et il entend un gamin gueuler au loin « Dick Laurent is dead ». Il fait ouais, « Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Pourquoi ?» Il ne comprenait pas. Et ça l'a tellement travaillé qu'il s'est dit « Je peux l'utiliser quelque part. Je peux l'utiliser quelque part, je peux l'utiliser dans l'un de mes sérieux, je peux l'utiliser dans une de mes narrations. » Et c'est ce qui va s'arriver. C'est ce qui va arriver donc dans Lost Highway. Bon, après, il y a d'autres exemples qui vont aller encore plus loin, parce qu'il va taper là-dessus un peu plus, notamment donc dans Mulholland Drive, donc sur les deux jeunes femmes découvrant les secrets sordides dissimulés derrière le décor hollywoodien. D'ailleurs, film qui va notamment donc révéler Naomi Watts,
aux yeux du grand public. Film qui ne devait pas être un film à la base, qui devait être une série télé qui a été annulée et finalement rachetée par Studio Canal qui va décider d'en faire un long métrage. Et c'est vrai que là, on commence à voir le côté un peu plus hermétique de chez Lynch, notamment chez le spectateur de base, c'est-à-dire moi je vais vous faire réfléchir, je vais vous faire travailler même comment la manière de réflexion sur ma vision même du principe du rêve. Et il a été Mm. récompensé à Cannes et au César. Donc, il a eu le grand prix du jury à Cannes. Oui. Et c'est ça aussi qui est assez intéressant, c'est que Lynch, même s'il travaille totalement dans cet univers-là, il est un petit peu fâché avec Hollywood parce que c'est le problème, c'est ce que tu disais, c'est le maniérisme, c'est peut-être même un petit peu ce snobisme que peuvent ressentir effectivement les gens d'Hollywood par rapport à l'artiste plasticien qu'il est et les expériences qu'il mène avec le cinéma. Et effectivement, c'est pas du film à grand spectacle et comme tu dis, c'est du film qui fait réfléchir. Et effectivement, à Hollywood, ça reste plus difficile pour lui de s'affirmer face à ce public-là. Je pense que même pour Hollywood, il s'en fout complètement en fait. Oui, il a son argent, il recherche financer ses films ailleurs, il le sait de toute façon. C'est ça. Et justement, Mulholland Drive, narrativement, quand même, était extrêmement éclaté, tout aussi parfois éclaté que Lost Highway, mais garde une cohérence, parce qu'une narration au début qui est logique, classique, une histoire qui se déroule avec quelques éléments étranges, qui tout d'un coup éclate. On ne comprend entre guillemets plus rien pour retomber quand même dans des éléments qu'on avait déjà vus au début du film, que le spectateur peut faire des liens. Ouais. Mais j'ai quand même envie de faire cette petite parenthèse que ce film est un purée de chef-d'œuvre. Ouais. C'est pour moi le dernier grand chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma. Tout est parfait, c'est beau, c'est simple, je sais pas, il y a une plasticité, une histoire, quelque chose qu'on n'a jamais vu avant, qu'on ne reverra jamais. Exactement, qu'on n'a jamais vu avant, qu'on ne reverra jamais plus après. C'est clairement un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Oui, car après, il fallait le dire. Car après Mulholland Drive, donc il va s'orienter sur un autre délire, on va dire ça comme ça, Inland Empire, donc sorti en 2006. Je veux bien en parler parce que je crois qu'Antoine, tu l'as vu toi peut-être. Ah mais je l'ai vu en présence du monsieur, moi, s'il te plaît. À Lyon, il était venu présenter son film. Oh la chance. Ah, s'il vous plaît. Je peux vous dire que pendant 3 heures, c'était dur. T'es né en quelle année? C'est complexe. Je trouve que Inland Empire, justement, c'est la conclusion d'un truc qui a été lancé avec Lost Highway en fait à ce moment-là. Et cette espèce de façon de flinguer j'ai écrit une narration, ensuite je déchire la feuille, je mélange un peu les papiers, ensuite je filme ça ensemble. Pour moi, je mélange. Et ensuite, il filme, et puis ensuite, même le montage va se refaire d'une autre façon. Pour moi, Inland Empire, du coup, à ce moment-là, il a fini, en fait, ce qu'il avait commencé avec Lost Highway, Mulholland Drive, justement. Et du coup, là, c'est puissance 1000, en fait, les expérimentations. Du coup, c'est un peu compliqué à regarder. Moi, je m'y suis repris à 3 fois pour le finir et j'ai jamais. Mais je voulais pas le finir en 2 parties. Il faut le regarder d'un seul bloc. Pour moi. Il faut le regarder d'un coup. Parce que c'est un film extrêmement hermétique, donc qui dure 3 heures, précisément 2h50. 2h50. Mais oui, donc 3 heures. Oh, ça va. Où en fait, finalement, le monde des hommes à tête de lapin ne fait qu'un avec celui des plateaux de tournage. Enfin, bref, on va dire. Peut-être pas aller plus loin là-dessus. Il y a des passages en Pologne. Oui, il y a des passages en Pologne, il y a des passages même en France. Mais en fait, ce qui a beaucoup marqué à l'époque, c'est qu'il avait été filmé en DV, donc un format un petit peu pixelisé qui piquait les yeux. Il y a quoi maintenant, il y a 13 ans, mais qui petit à petit est super bizarre dans le film aussi. Et pourtant, plus tu regardes le film, plus ça semble normal aujourd'hui. Et c'est pareil, c'est un film qui s'habitue. Et puis c'est un film qui est porté aussi par une immense actrice, Laura Dern. Oui. Enfin, même s'il y a un casting très bon derrière, il y a Jeremy Irons et Justin Theroux, on voit Harry Dean Stanton, forcément son vieil ami. Oui, parce que les têtes de lapin, il y a Justin Theroux et Naomi Watts de Mulholland Drive qui font les mêmes voix, qui reprennent leur Laura Elena Haring. Voilà. C'est le David Lynch Cinematic Universe. Exactement. Et ce qu'il faut savoir en plus, c'est que donc dans le bouquin notamment, il en raconte que en fait Naomi Watts se plaignait aussi des conditions de tournage, parce que dans un costume de lapin en plein été sur un studio de tournage, c'est très compliqué. Et elle demandait si c'était pas possible d'avoir une doublure à la place, mais Lynch n'a pas voulu. Donc ce sont bien les acteurs qui sont derrière le costume, en plus de faire les voix. Et il a bien raison. Voilà. Mais c'est vrai que plus il termine, plus tu sens que Lynch avait passé par la narration classique et s'est dit non, maintenant on a fait beaucoup de choses dans le cinéma, j'ai envie de retourner à mes premiers amours, éclater le cinéma, éclater les plans, éclater la lumière, faire quelque chose de complètement irréel. Et quelque chose d'irréel l'est encore plus avec peut-être son œuvre la plus complexe et singulière du bonhomme. Je parle bien évidemment de Twin Peaks, d'ailleurs qui s'inspire
pas mal de ses rêves et des secrets qu'il cache, ou que cache même l'Amérique. C'est une œuvre vraiment cross-média, parce que finalement, à la base, c'est une série télé. Donc on a eu 3 saisons là-dessus, on a également eu un film et même quelques livres qui sont liés à la chronologie, notamment Mais la sa fille deuxième avait saison écrit, n'est pas vraiment de lui. Donc, il en n'a pas partie. été fini par lui. Pas fini par lui, oui. Voilà. Alors Frost, c'est ça du coup c'est... Ouais, Mark Frost et Lynch se sont un petit peu... Ouais, ils ont Voilà. splitté. Ils ont un petit peu splitté entre-temps. Ils ont splitté artistiquement. Ouais, hein. c'est trop glucose. Mais voilà. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que Twin Peaks, oui, c'est un contexte très particulier. C'est vrai que ça peut être extrêmement hermétique, comme l'ont été donc Lost Highway, Mulholland Drive ou Inland Empire. Mais je pense que ça pose toutes les bases en fait de son univers, qui peut partir d'un onirisme absolument merveilleux, comme un univers complètement cauchemardesque en quelques secondes, comme par exemple l'apparition de Bob dans la série. Mais ce qui est fou aussi avec Twin Peaks, c'est encore une fois sur le côté onirique, c'est-à-dire que moi, Twin Peaks, les saisons 1 et 2, je les ai regardées, je sais pas, il y a 3-4 ans, donc c'était il y a pas si longtemps que ça, mais par rapport au moment où la série est sortie, ça faisait déjà un moment, parce que la série elle est sortie au début des années 90. Oui. Et ce qui est bizarre, c'est que effectivement, on a cette ambiance années 90, mais des fois qui fait plus années 60 finalement. Et au début, c'est très déroutant. Et puis après, on est dedans. Mais c'est comme si effectivement, on était dans une atmosphère onirique, en fait. Et on se dit, mais c'est normal, c'est pas grave. Enfin, ça fait partie de tout ça. Et... Voilà. Mais c'est vrai que Lynch a inventé quelque chose. Il faut quand même se rappeler qu'à l'époque, c'était Alerte à Malibu, Les Feux de l'amour, La croisière s'amuse, en France, Hélène et les garçons. Et c'est surtout... tout d'un coup, David Lynch nous sort une série comme ça à la télé. Il n'y avait pas encore toute cette mania de série Je trouve d'aujourd'hui. ça que c'est assez balèze. C'est la façon dont Lynch en fait va reprendre une série avec un contexte noir proche d'un film d'enquête. Donc qui va vraiment revenir sur un côté très polar, mais qui va derrière là-dessus en fait s'orienter vraiment comme un soap opéra. Avec ces dramas dans les couples, les mais adolescents qui s'engueulent, qui cachent des petits secrets. Et il va garder vraiment le côté très noir et même profond de l'Amérique. Mais ça, on va en parler quand même après, juste après notre première pause BO. Donc, Wild at Heart, Slaughterhouse, le morceau de métal que tu as parlé donc, dans Sailor et Lula. Oui. Voilà, le morceau de Power Mad. Donc c'était un morceau de Power Mad, un morceau issu du film Sailor Lula, donc le fameux scène où ils sont en concert, où Nicolas Cage fait des
Il kick partout comme ça. Là. On n'en fait plus de la musique comme ça. Hein. Ah non, va falloir rappeler Anthrax, enfin s'ils sont encore vivants. Donc du coup, on va faire notre petite chronique, la chronique L'Avocat du Diable, donc par Mehdi. Et quel film tu vas nous sortir donc? Car je sais que t'as absolument pas voulu me parler de... Non, j'avais peur de la censure. Ça crée l'inquiétude. Non, je me suis dit qu'après Anaconda, Alien et Ghostbusters, je n'avais encore pas évoqué de film français. C'est ça. Parking de Jacques Demy. Ça pouvait manquer. Alors, bien sûr, j'ai été tenté par Parking de Jacques Demy, que nous recommandons à tous et à toutes. Fortement. Mais non, je vais parler d'un film de Jacques Demy qui est sorti il y a 4 ans, finalement. En 2014, un film de Philippe de Chauvron. Eh oui, je vois un froncement de sourcil. Qu'est-ce qu'il a fait, cet homme-là? Eh bien, il a fait un film qui s'appelle Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Voilà, un film que vous êtes bien sûr précipité pour aller voir en salle. Et vous en êtes sorti, je crois qu'on est sur du 17 millions d'entrées quand même. Non, 10 millions je crois. 10 millions. Non, quand même pas. À l'international. À l'international, peut-être 20 millions à l'international. Je crois que ça a plus que doublé les chiffres. Ça fait beaucoup, ouais. Ça fait beaucoup d'argent. Le public y est enthousiaste, alors la presse un peu moins, encore une fois. Les Inrocks avaient qualifié le film de perte de temps, vide de sens, arythmique. Ce qui était assez fort quand même, en une seule phrase, c'était pas mal. Pas mal les Inrocks. On retrouve dedans Christian Clavier et d'autres acteurs, voilà, je le dirais comme ceci. Jacouille la fripouille donc. Et Jacouille la fripouille, ouais. Et donc là, voilà, on pourrait s'arrêter là. Le film parle, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, du coup, d'un couple dont les enfants, en fait, sont tous soit fiancés, soit mariés avec soit des juifs, des arabes, des noirs, des asiatiques. Et donc, c'est la question que pose Christian Clavier, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça? Et donc, ça les force à la vivre ensemble et puis à développer la tolérance. Voilà, c'est un film qui est un feel-good movie, je pense, hein, voilà, qui veut développer ça. Et on pourrait s'arrêter là, mais là encore, on n'a pas compris à nouveau quel était le propos du film, en fait. Et il faut à ce moment-là, du coup, se poser la question, quand est sorti le film précisément? Et il est sorti en avril. Et outre le fait que ce soit le mois où on ne devrait pas se découvrir d'un film, quand on regarde quels sont les autres films qui sont sortis à travers les années ce mois-ci, précisément cette semaine-ci, on a ce résultat-là. En 88, mon année de naissance, Mon voisin Totoro. L'année précédente, on a 37,2 le matin en 87, Suburbia en 84, et si on remonte un peu plus loin, on a en 68 un film qui s'appelle 2001, l'Odyssée de l'espace. Et donc là, je vais... Alors, tu vas parler... Clavier, c'est le monolithe. On y arrive. Oh On y arrive. Je sais pas si on l'a redit à l'antenne. Tennessee Williams, hein, c'était qui avait fait Un très nommé Mes désirs. Oui. Voilà, je vais citer un autre, T.S. Eliot, qui dit Avril est le mois le plus cruel. Et voilà, c'est avec ça en tête qu'on va aborder du coup cette lecture du film. Quel rapport on peut établir entre Mon voisin Totoro, 37 de le matin, Suburbia et 2001? Eh ben, aucun. On ne peut établir aucun lien avec Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Et si c'était précisément ça en fait, le propos de Philippe de Chauvron en fait. On peut imaginer quelqu'un qui a reçu un jour un coup de fil d'un producteur qui a dit il me faudrait une comédie française sur la tolérance. Il a regardé ce qui se faisait d'autre et tout simplement en fait c'est ça qu'il a offert. Mais en fait, et si ça c'est sa réponse à Kubrick en fait, et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est Qu'est-ce qu'on a fait de bon Dieu? C'est une réponse à 2001, l'Odyssée de l'espace, parce que ce que nous dit en substance Philippe de Chauvron, n'oublions pas sa particule, c'est que en 2014, nous n'aurons plus jamais, tout simplement, ces sentiments en fait d'être émerveillés devant une pellicule. Nous n'aurons plus jamais en fait ce choc cinéphile, cette chose qui nous a fait rester et revoir parfois au cinéma le même film plusieurs fois, non. En 2014, au cinéma, en avril en France, Philippe de Chauvron dit « Nous n'aurons plus que des acteurs pénibles, un montage chiant, des scripts laborieux, des éclairages fades. » Et si en fait Philippe de Chauvron posait tout simplement quelques questions, des questions simples que sont combien de Kev Adams pour un seul Bernard Blier qui n'est plus là? Et ce que nous dit Philippe, c'est entre ici, Maître Gims, cette époque est la tienne. Vladimir Cosma est parti, John Williams ne compose plus de musique. Tous les anciens sont fatigués, bien sûr, d'autres continuent de sortir des films, mais si peu.
Si peu, Philippe de Chauvron nous assène en fait tout le long du film que cette époque est médiocre et détestable. Finalement, Philippe, après s'être regardé dans un miroir, a fait qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour nous dire tout simplement que Hitchcock est mort, Kubrick est mort, le Parti Socialiste est mort et Dieu est mort. Et il faut voir dans ce film en fait aussi, je pense ton travail de source, ça a été bien sûr Guy Debord, qui est en permanence dans ce film, et donc la voix de Philippe de Chauvron se mêle à celle de Guy Debord, et il nous rappelle ceci. Le cinéma dont je parle ici est cette imitation insensée d'une vie insensée, une représentation ingénieuse à ne rien dire, habile à tromper 1 heure l'ennui par le reflet du même ennui. Cette lâche imitation qui est la dupe du présent et le faux témoin de l'avenir, qui, par beaucoup de fiction et de grands spectacles, ne fait que se consommer inutilement, en amassant des images que le temps emporte. Quel respect d'enfant pour des images. Il va bien cette plèbe des vanités, toujours enthousiaste et toujours déçue. Sans goût, parce qu'elle n'a eu de rien une expérience heureuse, et qui ne reconnaîtra rien de ses expériences malheureuses, parce qu'elle est sans goût et sans courage. C'est ainsi que Philippe de Chauvron parle au spectateur tout simplement pendant 1h30 avec son film, et il lui dit pourquoi venir voir ça? Pourquoi venir voir ça? Tu n'auras plus jamais en fait d'expérience semblable. Peut-être que Lynch va refaire un film, mais on ne sait pas. Peut-être que Scorsese refera un film, mais on ne sait pas. Et en attendant, tu auras chaque semaine au cinéma des comédies françaises fades, tu auras de la science-fiction tiède, et Netflix va venir sur tes écrans pour te proposer les mêmes contenus toujours réchauffés et toujours mal filmés. Philippe de Chauvron est un homme qui va mal. Philippe de Chauvron veut mourir probablement, et il faudrait l'aider. 4 ans plus tard, rien n'a changé, et il fait donc le 2e opus pour redire finalement la même chose, et c'est d'une grande forme, et il convoque à nouveau Debord. Et finalement, 1h30 à nouveau, et ce qu'il nous invite à faire, et ce qu'il nous invite à tous à faire, c'est qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Eh bien, pour la réponse de Philippe de Chauvron est Ingirum nocte et consumimur igni. Nous dansons dans les ténèbres et serons consommés par le feu. Et c'est son avis, et c'est son opinion, et c'est ce qu'il croit profondément du cinéma. Je propose donc à présent d'avoir 19 minutes de silence in memoriam pour le cinéma français. Bravo Mehdi. Bravo. Qu'est-ce qu'on a fait au Bourdieu? Je pense que tu as très bien résumé. Il y a jamais pensé. Il y a jamais pensé. Bravo Mehdi pour cette méditation sur méditation transcendantale, propre à Lynch sur le cinéma français. C'est lié. Je voudrais remercier toute l'équipe technique juste avant, et Jean-Sébastien Bach pour la BO. Et merci à Jean-Sébastien. Il va peut-être falloir que je le regarde alors. Ce film? Oui, ce film. Le film de Debord? Non, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ce film n'est pas un film sur le racisme. Voilà. Bien sûr. Merci Mehdi pour cette chronique. On va donc terminer notre émission quand même sur la dernière partie. Ouais, donc, terminons sur Lynch et le rêve en général. Mais là, on va vraiment voir sur... Il y a vraiment un leitmotiv, je trouve, assez sérieux aussi sur la représentation du rêve chez Lynch, sur en fait l'envers du rêve américain à travers ses yeux. Car Lynch, il adore démystifier l'histoire et la culture américaine, il se la réapproprie de façon indirecte. Il veut, par certaines séquences, démontrer la face cachée aussi de cette Amérique née par la violence ou même crade. Il suffit de repenser à l'ouverture de Blue Velvet sous la musique de Bobby Vinton qu'on a écouté plus tôt dans l'émission. Cet homme arrosant ses plantes dans un jardin propre sous la musique de Bobby Vinton, terrassé par une attaque. Et finalement, la caméra plonge et on découvre en fait une terre putride, grouillante de vers et d'insectes. Ça montre tout le message que porte ce film aussi. C'est tout l'envers du décor. Ce que vous voyez vraiment, en fait, n'existe pas. En fait, il y a toujours quelque chose de crade derrière. En fait, on remarque souvent que ce sur quoi Lynch s'attaque, c'est aussi et surtout détruire le rêve américain des 30 Glorieuses. Oui. Le petit pavillon de banlieue, le HD, le petit dîner qu'on voit dans Mulholland Drive. Ce qu'a voulu faire par exemple Burton, mais qui l'a trop parodié. Et Burton un peu trop parodié, ouais. Dans Twin Peaks aussi, le dîner. Ah, totalement. On voit le dîner dans Twin Peaks, c'est toute une Amérique qui n'existait pas vraiment avant, enfin qu'on voit souvent dans les films américains des années 30-40 avec encore aujourd'hui. Les dîners en bagnole qui viennent, qu'on voit encore aujourd'hui, mais c'est quelque chose, une sorte de croissance économique qui n'a pas été forcément une croissance culturelle ou
ou profonde de l'Amérique pour Lynch, et il y a toujours quelque chose, ça repose sur une planche de bois pourri, quoi, pour lui, le rêve américain. Mais c'est ça qui est fou, c'est que tu te dis que Lynch, il est passé, il a dit, il a montré que c'était, enfin voilà. Mais de côté, tu parlais de Netflix tout à l'heure, des Riverdale qui remettent ça au goût du jour, et puis pas que Riverdale, hein. Enfin, c'est cette esthétique, effectivement, années 50-60 de l'Amérique, où on va aller regarder un film au drive-in, manger un burger et puis une part de tarte au dîner, etc. Où tout est illuminé au néon. Avec des grosses Cadillacs, etc. Pour les plus jeunes générations qui nous écoutent, Riverdale, c'est la version homéopathique de Twin Peaks, l'intérêt en moins. Voilà. Si vous aimez Riverdale, regardez Twin Peaks. Voilà, oui, non, c'est très bien, tu as très bien résumé, Mehdi. C'est vrai que d'autres films. Ah oui, vas-y. La saison 1 de Riverdale, c'est Twin Peaks. Hein. Ouais. Littéralement. Ok. D'accord. Ouais. Il n'y a vraiment pas d'idée quand même. Non. Bah, il pioche au hasard, tu vois, c'est comme les Lamentins dans South Park. C'est comme les Lamentins dans South Park qui sont là. Une idée. Oh, Mike Tyson qui frappe. Tiens, quelqu'un. Et hop, c'est les blagues des Griffins. Du coup, pour revenir sur Lynch, en fait, pareil, Mulholland Drive ou Inland Empire, c'est vraiment tout l'envers d'Hollywood en fait derrière, l'univers crasse en fait d'Hollywood. C'est ce jeu en fait où finalement le traitement du corps est primordial dans cet univers, le traitement même du sexe forcément, parce que il aime beaucoup aussi travailler sur cette vision très machiste ou aussi même très le traitement de la femme aussi. Il y va pas avec les pincettes, Lynch, et il veut vraiment montrer l'aspect aussi dégueulasse que l'on peut retrouver dans cette culture et dans le milieu notamment des États-Unis des années 60, 70, 80 voire 90. Et là encore, effectivement, c'est ce qu'il reste d'Hollywood. Ouais. On voit souvent des espèces de studios un peu vides, voire fermés, des acteurs vieillissants. C'est Hollywood. Comme dans Lynch Inland montre un Empire, Hollywood qui n'est plus que l'ombre de son âge d'or. Ouais, comme Inland Empire aussi, où il y a l'ouverture quand Laura Dern s'installe dans cette nouvelle baraque et puis qu'il y a sa voisine d'origine polonaise, russe, ouais, voilà, qui est le côté très inquiétant derrière. Et c'est tout le sujet aussi de Twin Peaks saison 1 et 2. C'est effectivement une jeune fille innocente qui va se faire traîner par des mecs qui d'apparence sont tout propres sur eux, de la bourgeoisie blanche américaine. Ce sont des gros dégueulasses. Ouais, des gros dégueulasses. Et de toute façon, Twin Peaks, c'est le pinacle aussi de cette vraie vision du rêve américain, à la fois donc de meurtre, d'inceste, de drogue, de violence conjugale, de scandale étouffé, etc. etc. Il y a des choses qui subsistent à ça dans Twin Peaks. Oui. Si je vais faire un parallèle avec Resident Evil 2. Mais s'il te plaît. Il faut s'accrocher. Mais je veux dire, tu vois, le dîner dont on parlait tout à l'heure, dans mon souvenir, il n'y a rien de négatif qui s'y produit. Enfin, il y a des tensions, mais il n'y a pas d'événements sales en fait. Il y a des endroits, si on va pas spoiler Twin Peaks, mais il y a des endroits qui sont libres de Bob en fait. Et dans Twin Peaks, par exemple, le shérif aussi, tout ce qui se passe dans le commissariat. Et un peu un truc de la même chose qu'un espace de sauvegarde dans Resident Evil 2. Il y a des endroits qui sont bien et que Lynch ne veut pas démolir en fait. Ouais, c'est genre Bob ne peut pas rentrer donc tu es sauvé. C'est ça, quelque chose dans le goût là. Ouais, non mais c'est vrai que en fait voilà. Par contre la forêt c'est le pire endroit du monde à Twin Peaks quoi. Il faut jamais y aller. C'est ça que je trouvais ça intéressant aussi par Lynch. C'est le propos et le principe même de Twin Peaks. Parce qu'il faut pas l'oublier, c'est que par le biais d'un soap, parce que finalement à la base Twin Peaks c'est vu comme un soap, Lynch fait jaillir quand même du placard tous les démons de l'Amérique. La saison 3 d'ailleurs elle fait quand même lever encore plus sur le questionnement sur les États-Unis et notamment l'épisode 8 qui est absolument fantastique, qui revient donc sur la bombe atomique. On voit aussi d'autres questionnements sur les expérimentations secrètes, la corruption et même le fait d'avoir des super pouvoirs. Oui. C'était le principe même de ce jeune Britannique qui met un gant de vaisselle, il a le point du diable. Mais non, je trouve que c'est sa particularité à ce mec, et d'avoir eu un réalisateur, et même si malheureusement je pense qu'il ne fera plus de films, tente à expliquer que je crois qu'il était intéressé pour Twin Peaks poursuivre, hein. Peu importe le format. Après une saison 3. Lui est intéressé, les producteurs je pense qu'ils sont pas trop chauds. C'est ça le problème. Oui, parce qu'il s'est quand même bataillé pour avoir 13 épisodes, hein, quand même, attention. C'est pas 18 oui. 18, oui. Oui, je crois qu'il y a 18 saison 18 3. épisodes. Disons qu'il se bat. Je sais plus. Il voulait 13 épisodes et ils en ont eu 18. Il se bat un petit peu avec les directeurs de production, quoi. C'est-à-dire que quand on lui dit 2 jours de tournage, il dit mais non, c'est pas suffisant, il faut qu'on expérimente, quoi. Donc c'est pas trop des choses qui. Il a un traitement particulier aussi avec ses acteurs et il aime beaucoup travailler en amont.
donc ça prend beaucoup de temps aussi sur la production, mais c'est un réalisateur forcément très intéressant et je trouvais que c'était l'homme parfait pour parler du rêve, du cauchemar. Salut Bob, et d'autres derrière cet onirisme ambiant. Il a quelque chose de très jungien, Lynch. Ouais. Il fouille à l'intérieur de la tête, il crée une métaphore. Ça, ce sera ta tête, ce sera ce couloir parce qu'il sera rouge. Il y aura cette plante verte parce qu'elle représente quelque chose d'inconscient dans toi. Et tu passeras de pièce en pièce pendant tout le film dans ton inconscient. Et on tournera les choses à l'envers. Et ça fera des scènes cultes qui seront reparodiées parce que c'est ça finalement la culture américaine, c'est prendre des choses originales et en faire juste des... Ouais. Mais bien sûr. Le principe même de se les réapproprier, comme a réussi à faire Lynch. Le cinéma est une histoire de digestion. Il y a une, c'est beau, c'est une très interprétation de Twin Peaks saison 3 qui a été donnée, je crois que j'ai 20 secondes, je le fais très vite. Je ne sais pas si vous vous souvenez du nom qu'a le personnage dans la saison 3 qui ouvre son visage. J'en dis pas plus. J'ai pas vu la saison 3, faut pas me spoiler. Ouais. Alors j'en dis pas plus. Il y a un personnage qui a un nom Vite. et qui signifie en français du coup le sens. Et c'est l'ennemi. Pour Twin Peaks, c'est une interprétation possible, mais l'ennemi c'est le sens. Et pour David Lynch, c'est pour ça qu'il ne veut offrir aucune signification. Voilà. Vite fait, Lynch. Dernier mot sur Lynch, en fait, comme il le dit lui-même, tous les films sont des rêves, mais certains un peu plus que d'autres. Voilà, donc on termine là-dessus. La semaine prochaine, on revient sur la revue critique du mois de mars. Oui, on est en mars, oui, c'est ça. Donc du coup, salut Jordan, salut Antoine, salut Mehdi, salut Thomas à la régie, et à la semaine prochaine. RCN, la différence. RCN. Écoutez la différence. RCN, la différence. Tout de suite sur RCN, émission censurée, David Vincent. Salut à toi, camarade. Je fais vite parce qu'il y a beaucoup de morceaux, on n'a pas beaucoup le temps. Donc je me dépêche. Salut à toi, camarade, cette émission censurée avec le DAF derrière le Micral à la jactance et le Luca derrière les potards à la technique. On est en différé à l'antenne d'RCN Radio Caraïbes Nancy sur les ondes. C'est le 90.7 FM et sur la toile www.rcn-radio.org. Et ce soir, chers auditeurs, chères auditeuses, en ce 1114e jour d'occupation hollando-valso-médéfienne, le 21e siècle sera écolo ou nous ne serons plus, comme disait l'autre. Alors, pas le choix, c'est l'écologie ou la mort. Et ça démarre comme ça.
Elle est le ventre qui nous porte. Toi aussi le